Nous allons alors donner la parole aux acteurs économiques, non pas de demain, mais d'aujourd'hui. Les organisateurs en ont choisi 4. Le premier qui va prendre la parole est Evrard Van Zeulen, qui est investi dans les droits intellectuels. Il est ingénieur, il est détenteur d'un MBA à Chicago. Il est directeur général de Darts IP, qui est une société basée à Bruxelles et qui commercialise une base de données relative au contentieux mondial en matière de propriété intellectuelle. Et c'est avec plaisir que je lui passe la parole. Merci. Je vous remercie. Je vais vous rassurer, je suis entouré de juristes au bureau, donc il n'y a pas que des ingénieurs chez nous. C'est une bonne question, parce qu'on voit souvent une crainte chez les avocats que tout s'automatise dans tous les sens, et pour nous, on se rend compte quand on met les algorithmes en place, on passe toujours avec des juristes, on pose la question, est-ce que c'est pertinent, pas pertinent, ce que nous faisons ou pas. Je vais vous présenter, on m'a donné 10 minutes, donc je vais devoir concentrer ma présentation. Je vais présenter en 4-5 slides ce que nous faisons. Je ne vais pas vous faire une démonstration en ligne, mais je vais vous montrer aussi 3 exemples d'algorithmes que nous utilisons au quotidien pour pouvoir offrir nos services à nos clients. Donc, nous avons une base de données de jurisprudence mondiale. Nous avons rassemblé plus de 3 millions de cas dans le monde entier concernant les brevets, les marques, dessins modèles, etc. Nous sommes assez uniques dans la mesure où nous sommes vraiment niche. Nous faisons la propriété intellectuelle dans le monde entier, donc de Tokyo à la Californie, en Corée, en Allemagne, partout. Et c'est cette base de données unique et niche qui nous permet d'avoir des outils très spécialisés qui permettent à nos clients de faire une recherche très pointue pour pouvoir trouver la jurisprudence qui va leur aider dans leur contentieux. Alors, nous couvrons plus de 3000 cours, ce qui est énorme et ce qui amène pas mal de défis dont je vais vous parler. Le modèle, c'est très simple, c'est un modèle de souscription. Nos clients sont 2 types de clients. Enfin, il y a 3 types de clients. Ce sont des cabinets d'avocats. Ce sont des sociétés qui ont de grands portefeuilles de marques et de brevets. Donc, parmi nos clients, nous avons Google, Apple, etc., qui ont de grands portefeuilles de brevets. Et ils ont des litiges dans le monde entier. Et ils utilisent notre base pour trouver des cas qui peuvent les aider. Et un des grands problèmes que nous avons eu, bien sûr, c'est la collecte des décisions. Monsieur Beul en parlait. La collecte des décisions est vraiment un grand challenge. Et dans beaucoup de pays, nous le faisons manuellement. Je prends l'exemple au Japon, où au Japon, nous allons physiquement, nous avons 4 personnes en permanence qui, tous les jours, vont à la cour de Tokyo, la propriété intellectuelle, et qui vont scanner manuellement les décisions pour les avoir dans la base de données. Et donc, chaque pays a un peu sa problématique. La Belgique est un des pays les plus difficiles pour la collecte des décisions. D'autres pays sont extrêmement avancés. L'Amérique, par exemple, tout est en ligne. Alors, en Amérique, venir avec une base de données en disant « nous avons des décisions », c'est une commodité. Vous devez venir avec beaucoup plus que ça. Tandis qu'en certains pays européens, le fait de les avoir, c'est déjà un avantage. Un des grands pays assez compliqués, c'est aussi l'Allemagne. Nous collectons les décisions de façon manuelle, souvent ce sont des scans, souvent ce sont des scans dans des vieux livres, parce qu'en Amérique, il faut avoir la jurisprudence depuis des quarantaines, cinquantaines d'années, ça peut des CD, etc. Il n'y a pas de processus unique, malheureusement. Alors, qu'est-ce que nous faisons? Alors, nous prenons les décisions et nous faisons une extraction d'informations de ces décisions. Nous avons 2 types d'extraction. L'extraction administrative qui est quelles sont les parties, quelle est la date, quelle est la cour, quel est le droit en question, est-ce une marque, un brevet. Et puis, il y a une extraction d'informations juridiques. Quels sont les points de droit qui ont été traités et qu'est-ce que le juge a décidé? Par exemple, pour une marque, s'il y a un conflit entre 2 marques, nous allons dire le point de droit est le conflit entre 2 marques et le juge a décidé qu'il y avait un risque de confusion. Et donc, nous avons une série de points de droit, plus ou moins 1400 points de droit qui sont possibles dans ces différentes décisions. Alors là où l'intelligence artificielle va intervenir, c'est que quand nous avons commencé, nous faisions tout manuellement. Donc, nous avons créé la société en 2006. Nous étions 4. Et aujourd'hui, on commençait avec la Belgique, la France, l'Allemagne, les pays limitrophes. Et aujourd'hui, nous sommes dans le monde entier. On était confrontés au fait que le volume de décisions était beaucoup trop grand et que nous avons dû donc trouver une solution pour pouvoir suivre le flux d'informations qui arrivait chez nous. Donc la première approche, c'était l'approche manuelle. Donc c'était quoi? C'était des analystes, des juristes, souvent pas mal d'étudiants, après avoir fini leurs études, passent 1 an ou 2 chez nous et lisent la jurisprudence et ils classent chaque décision, voilà le point de droit, etc. Plusieurs problèmes, extrêmement chers.
et ça crée des erreurs. On a eu beaucoup de problèmes de qualité au début, et donc à un tel point qu'à un certain moment, chaque décision est analysée 2 fois sans que les analystes le savaient, pour vérifier qu'il y avait une consistance dans les points de droit, et nous avons vu des erreurs au début. L'étape suivante a été d'automatiser un maximum, et là nous avons commencé 2009-2010 par un système de règles. Si dans le texte se trouve ce mot-là, faites ceci. Si une date se trouve à droite au-dessus, comme dans l'exemple ici au-dessus, à gauche au-dessus, il y a ce qu'on appelle le docket en anglais, donc la référence au numéro de rôle. Quand il est toujours au même endroit, c'est extrêmement facile de programmer un algorithme pour l'extraire. Le problème, c'est que les cours changent leur format, ils changent le format des numéros, ils changent la place du numéro. Au début, ils le mettent à gauche au-dessus, et puis un jour, ils le mettent à droite en dessous, etc. Donc, extrêmement compliqué à maintenir ce genre d'algorithme. Ceci dit, c'était déjà un grand progrès par rapport à l'approche manuelle, mais toute la partie extraction des points de droit juridique, pas question de faire ça d'une façon automatique par des règles, tout à fait impossible. En 2013, nous avons décidé d'investir massivement dans ce qu'on appelle le machine learning, et nous avons donc une approche probabilistique sur toutes ces questions. Donc, toute l'analyse administrative passe à travers des algorithmes d'analyse probabilistique et qui vont vous dire, eh bien, ce champ-là est probablement une référence avec un taux de confiance de 99,9%, et donc on peut le prendre comme la référence, par exemple. Extrêmement efficace au niveau coût, et surtout, ça s'adapte en fonction des changements. Et ça, c'est le grand changement pour nous. C'est quand les tribunaux ou les cours ou les greffiers changent leur format de texte, nous sommes toujours capables de les digérer. Là où avant, c'était tout à fait impossible. Alors, le procès chez nous, je ne vais pas rentrer dans un truc trop technique, mais en gros, nous avons la chance d'exister depuis 10 ans, et donc nous avons une masse de données que nous avons extraites au début manuellement, qui sont des données structurées. Et ça, c'est de l'or pour nous. Nous avons ces millions de décisions, pour des exemples, nous savons que ces décisions-là parlent de ce point de droit-là. Nous savons que ces décisions-là traitent la similarité entre 2 signes, ou la brevetabilité d'un brevet. Donc nous avons ces décisions, nous avons décidé certains modèles, et nous avons donc formé des algorithmes qui nous ont permis de commencer à tester certains algos. Et finalement, là vous voyez à droite au-dessus, on a commencé à évaluer les algos, comparer les algos par rapport aux analystes. Et très vite, on s'est rendu compte que tout ce qui est décision administrative, ça marchait très très bien. Et donc nous avons décidé de mettre tout ça en production, et donc depuis plusieurs années, certaines décisions sont complètement analysées automatiquement, et nos clients ne s'en rendent même pas compte. Qu'est-ce qui est critique pour ça? C'est que premièrement, il faut avoir des données. Donc nous avons des millions de données, de décisions qui nous permettent d'avoir des données de formation. Nous avons besoin de juristes, parce que c'est le juriste qui confirme chez nous si l'algorithme est performant ou pas. Ça reste un critère clé. Nous avons des algorithmes que certains d'entre nous ont voulu pousser et les juristes sont bloqués en disant non, là il y a trop de risques, on ne le fait pas. Et puis nous avons des data scientists qui sont donc des ingénieurs qui, eux, se spécialisent dans les algorithmes, mais qui ne comprennent pas nécessairement la finalité du produit. Et puis nous avons une équipe informatique, bien sûr, qui met tout ça en production après que ça a été testé suffisamment. Alors ça, c'est un peu l'approche qu'il y a chez nous. Alors je vais vous donner 3 exemples concrets. Le premier exemple, c'est le volume de décision. Donc vous voyez, en 2007, le volume était tout petit, et aujourd'hui, nous approchons, ici je parle de documents, je ne parle pas de cas, parce qu'un cas peut avoir plusieurs documents, il peut avoir la plainte, il peut avoir la décision, une deuxième décision, etc. Donc ici, nous approchons les 5 millions de décisions, et l'année passée, nous avions reçu des autorités indiennes 300 000 décisions. 300 000 documents. Et nous savions qu'il y avait des décisions là-dedans. Ils ont dit, oh, ça se trouve là-dedans quelque part, cherchez vous-même. C'était l'enfer. Il y a 3-4 ans, on aurait dit, on engage 2 personnes et ils font ça pendant 3 ans. Ils s'amusent à lire les décisions, trier décision, pas décision, brevet, pas brevet, marque, etc. Là, finalement, on a écrit un classificateur. Ça s'appelle un SVM pour les plus techniciens. Ça nous a pris 1 semaine pour l'écrire. La classification a été faite en 2h30. En 2h30, tous les documents étaient classifiés et le taux d'erreur était extrêmement bas. Alors là, pour nous, ça a vraiment été une preuve que vraiment, il y a un grand changement qui se passe. Bon, bien sûr, ça a un impact, ça crée un peu des craintes en interne aussi, et je vais y revenir. Certaines personnes en interne craignent évidemment un peu pour ça, pour leur job, mais nous avons des réponses à ça. Et donc ça, nous employons en permanence aujourd'hui, tous les documents que nous recevons passent à travers des classificateurs qui vont classifier décision, pas décision, pertinent, pas pertinent, etc.
L'autre exemple où nous employons l'intelligence artificielle et ça nous a sauvés, c'est le problème de la GDPR. Bien sûr, nous trouvons beaucoup de documents et beaucoup de noms privés dans les documents. Alors, nous n'avons pas voulu rentrer dans la discussion, avons-nous le droit ou pas de laisser les noms privés dans les documents. Nous avons tout simplement décidé, nous allons enlever les noms privés. Nous avons aussi profité pour identifier la nationalité des sociétés, le type de société, est-ce une université, une société, un patent troll, comme nous appelons, etc. Donc nous avons profité pour faire un projet plus ambitieux. Et nous avons donc regardé les différentes solutions. Alors il y a des solutions qui existent, qui sont gratuites ou presque gratuites, qui sont Google, Stanford, Watson, ont des programmes d'extraction d'entités de documents. Mais ce n'était pas assez précis pour être en ordre avec la GDPR. Donc finalement, nous avons écrit notre propre algorithme, qui est un modèle graphique de probabilité, et qui nous permet, dans les textes, d'identifier toutes les personnes physiques qui sont citées. Alors ça peut être très, très compliqué, parce que vous avez JCDecaux d'une société, ça pourrait paraître d'être le nom d'une personne. Donc on arrive à faire la nuance entre société et personne dans les textes, et anonymiser et noircir les personnes physiques automatiquement. Et donc ça, on est arrivé juste à temps pour être prêt, je crois que c'est le 28 mai, où dans notre base de données, toutes les décisions, en tout cas européennes, les noms privés seront enlevés des documents. Ça, sans l'intelligence artificielle, honnêtement, je ne vois pas comment on aurait pu faire ça. Ça aurait été un coût prohibitif pour nous, de passer à travers 5 millions de documents. Et donc là, c'est un exemple où nous, ça a été critique. Ça pose un autre problème, c'est que des sociétés concurrentes américaines ne se posent pas la question et continuent à offrir les décisions avec les personnes physiques en clair. Mais ça, c'est un autre débat. Le troisième exemple, qui était peut-être le plus important pour vous, c'est l'analyse juridique des décisions. Alors, jusqu'en 2016, début 2016, nous étions sceptiques. Nous croyions que c'était trop difficile. Et puis finalement, on a décidé quand même de commencer à tester des réseaux de neurones pour pouvoir analyser les documents juridiques que nous recevions. Et nous avons été extrêmement surpris par les résultats. C'est extrêmement flexible. Et évidemment, nous avions toutes ces décisions du passé qui nous ont permis de former le réseau de neurones de façon assez efficace. En 2017, les erreurs de la machine, dans le testing, 90% des erreurs de la machine sont dues à des erreurs d'analyse par les êtres humains au préalable. Donc chaque fois que nous voyons des erreurs, nous regardons pourquoi il y a une erreur, nous regardons d'où elle vient et on se rend compte que finalement c'est dû à une erreur qui était dans les données de formation. Et ça c'est vraiment très important pour nous. Ça veut vraiment dire que l'analyse juridique pour les décisions que nous appelons plus ou moins simples passe maintenant en extraction automatique chez nous. Et aussi, très important, nous utilisons ça aussi pour vérifier la qualité du passé. Donc cet algorithme que nous utilisons pour les nouvelles décisions, nous l'appliquons aussi sur toutes les décisions du passé qui nous permettent de vérifier les erreurs qu'il y aurait pu y avoir. Aujourd'hui, nous faisons un rollout complet de ces algorithmes de réseaux de neurones. Nous avons fait une extension aux décisions chinoises et japonaises parce que, bon, en Europe, toutes nos décisions sont en caractère latin, à part la Bulgarie, mais nous avons des caractères chinois en Chine et des caractères japonais en Japon. Et donc nous faisons une extension de ces algorithmes vers ces juridictions-là. Il faut dire que les réseaux de neurones ou l'intelligence artificielle marchent mieux dans les caractères chinois et japonais que dans le caractère latin, pour la simple raison, c'est que chaque pictogramme a beaucoup plus de sens et est beaucoup plus distinctif qu'une lettre. Tandis que nous travaillons avec des alphabets, et comme les Coréens et les Latins, c'est des alphabets, c'est plus compliqué. En Chine et en Japon, c'est assez, je ne vais pas dire facile, mais c'est plus facile. Et donc pour ça, nous avons utilisé ce qu'on appelle un réseau neurone convolutionnel, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Quels sont les impacts que ça a eu chez nous? Très important pour nous, c'est la vitesse pour amener l'information chez nos clients. En Amérique, quand une décision américaine est rendue, l'après-midi, elle est analysée, pour les brevets, et avec le numéro de brevet, les parties, l'après-midi, elle est en ligne dans notre système. Donc, un time to market extrêmement accéléré de 1 à 2 semaines. Augmentation de la qualité, identification d'erreurs, beaucoup plus facile pour reprocesser le passé. Quand, par exemple, il y a un nouveau point de droit qui peut apparaître, on peut décider de rajouter un point de droit dans notre système et on peut reprocesser tout le passé automatiquement, là où avant, ça devait être fait manuellement. Et bien sûr, moins d'erreurs qu'avant. Alors les analystes, au début, ils étaient un peu inquiets, et en fait, c'était très simple.
chaque fois qu'on veut lancer un algorithme d'intelligence artificielle, nous avons besoin des données de formation. Et ces analystes qui travaillent chez nous, maintenant, on peut les mettre sur les nouvelles cours, sur les nouveaux projets, où ils peuvent aller plus vite dans l'analyse, de nous préparer des données de formation, et ils ne doivent plus passer leur temps à traiter les données du flux habituel. Et en fait, ça, ils aiment bien, parce que c'est beaucoup plus de nouveaux projets pour eux que le redondant, ils s'en débarrassent un peu. Ça a aussi changé un peu notre recrutement. Là où avant, nous recrutions beaucoup de juristes où les critères principaux étaient les langues, multilingues, etc. Maintenant, nous recrutons des juristes qui ont une sensibilité à la technique parce qu'ils doivent beaucoup travailler avec nos ingénieurs. Et donc, c'est très important d'être capable d'avoir un discours ouvert avec des ingénieurs. Et ça, c'est clairement quelque chose que nous avons changé en interne. Quels sont les défis que nous avons? Alors, ça reste toujours le même. GIGO, donc Garbage In, Garbage Out. Si vous faites des algorithmes, si vos données de formation ne sont pas bonnes, votre algorithme ne marchera pas. Accès aux ingénieurs spécialisés dans data science, c'est vraiment un problème maintenant. Ils savent qu'ils sont convoités. Donc c'est extrêmement important de trouver les bonnes personnes. Il y a aussi beaucoup de vent, donc il faut vraiment trouver la bonne personne. Il y a aussi des sociétés qui viennent nous chercher nos propres ingénieurs, donc on doit vraiment trouver une solution pour les garder. Et notre approche est très simple, c'est qu'on les donne beaucoup de flexibilité et d'ouverture en disant ben, chez nous c'est un peu comme un laboratoire, vous testez vous-même vos algorithmes que vous croyez comme le futur, et donc on leur donne un environnement assez challenging pour eux, de pouvoir tester vraiment les derniers algorithmes qu'il y a sur le marché. La législation, on sent que ça va changer, on sent qu'il y aura peut-être un problème de taxation sous l'intelligence artificielle. La GDPR a eu un impact, bien sûr, parce que nous avons beaucoup de données de personnes, et donc on l'a tourné à notre avantage, mais au départ, c'était une crainte. La perte de contrôle. On se rend compte qu'il y a des gens qui étaient très au courant chez nous en interne de tout ce qui se passait au niveau du contenu, qui perdent un peu le contrôle de tout ce qui se passe, parce que ce sont des machines, bien sûr, qui commencent à analyser. Ça, c'est quelque chose qu'on doit être vigilant. Et donc, nous forçons de tout documenter et de faire des revues entre employés pour être certain que tout le monde comprend ce qui se passe. Et la commodétisation, ça, j'en suis convaincu. Ces algorithmes, ils existent, ils sont connus, ils sont publiés. Il n'y a pas d'avantage concurrentiel là-dessus. L'avantage, c'est soit les données que vous avez, soit rajouter la valeur sur ces algorithmes. Mais les algorithmes eux-mêmes, c'est une commodité. Ils sont publiés, il n'y a rien de spécial à ce niveau-là. Voilà, j'ai essayé de faire en 10 minutes. Je crois que j'ai dépassé. Vous m'excuserez.